Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Donc on a encore un peu changé le setup. Voilà, on teste des choses. On trouvait que c'était un peu plat la dernière fois. Donc les gars, ils ont bossé. Là, ça fait une demi-heure qu'ils sont dessus. Ils nous ont pondu un truc pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que le rendu beaucoup mieux. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des compétitions de CrossFit et de leur organisation. Donc on a vu fleurir ces dernières années de nombreuses compétitions un petit peu partout en France. Et il faut dire ce qu'il y a, il y a à boire et à manger. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, en 2018, il y en avait 70 environ, et là, 2023, le chiffre, c'est 130. Et je pense que tout n'est pas recensé. Ça doit être 130 compètes en France ? Ouais, en France. Donc je pense que tout n'est... Et en plus, je pense que sincèrement, tout n'est pas recensé. Malheureusement, cette augmentation du nombre de compétitions, elle va aussi de pair avec l'augmentation de tous les petits scandales qui peuvent être liés soit à l'organisation, la programmation, et voire même un peu plus grave, la sécurité. Et donc, le but pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Et quel impact ça peut avoir sur le reste de l'écosystème CrossFit, donc les salles, les programmateurs, peut-être même tous les produits dérivés, le merch. Alors si vous êtes venu pour avoir du sang, vous en aurez pas parce qu'on ne va pas citer de nom de compétition ni d'organisateur. Oui, on va même pas insinuer. Voilà, on va même pas. Par contre, vous pouvez faire un match à mort par équipe dans les commentaires. Voilà. Mais oui. on va pas citer de nom ni insinuer quoi que ce soit, comme l'a dit Marin. On va même pas citer d'événements en particulier, je pense. Non, c'est de manière générale. Ouais. Voilà. Sauf si c'est pour dire du bien, parce que je pense qu'on va citer peut-être certaines compètes pour en dire du bien. Et à la limite, la seule compète qu'on va citer, c'est les CrossFit Games, mais on va dire que c'est autre chose. Oui, voilà. Donc encore une fois, le but c'est que ce soit constructif et qu'on essaie encore une fois, essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. D'ailleurs, j'attaque direct. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce stade où il y a énormément de compétitions qui sont décriées sur tous les plans que j'ai cités un peu avant, donc orga, judging, programmation, voire même sécu. La question c'est pourquoi c'est de plus en plus décrié, ou aussi dans la question pourquoi il y en a de plus en plus. On a le sentiment qu'il y a plus de compétitions, mais qu'il y a aussi, forcément, de par le nombre, c'est aussi statistique, qu'il y a aussi beaucoup plus de scandales. J'ai pas l'impression qu'en 2023, il y avait beaucoup moins de compètes qu'en 2024. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de scandales en 2024 qu'en 2023. En tout cas, on en entend plus parler. Moi, j'en ai parlé avec des personnes qui sont aussi elles-mêmes dans l'organisation de compétitions. Et une des pistes sur le fait qu'il y ait pas mal de hic sur les compètes, c'est que comme il y a un peu une course à l'argent avec les compétitions, parce que les gens ne sont pas forcément dupes, le fait qu'il y en ait de plus en plus, c'est pas que les gens veulent forcément faire des trucs où ils se réunissent pour faire un truc folklore, c'est parce qu'il y a de l'argent, et en fait qui dit argent dit de plus en plus de prestats et de partenaires, et aussi une augmentation des devis que les prestats vont faire. Un photographe, je pense que pour les organisateurs, ils vont se reconnaître, mais un photographe prenait beaucoup moins d'argent il y a 4-5 ans sur des compètes que maintenant, et puis après aussi tout ce qui est village, vêtements, etc. Tu veux dire que ça se professionnalise donc... Exactement. Et je dis pas que les photographes aujourd'hui volent ou que le merch vole. Je dis que les gens savent qu'il y a de l'argent sur les compètes, donc les gens demandent plus. Et je pense que le fait qu'il y ait une course un peu comme ça au fric, que les gens vont pas forcément avoir le reste derrière pour pouvoir réinvestir dans du matériel ou investir dans de la sécu, etc. Et c'est un petit peu genre tout le monde qui tire sa couette de son côté. Et je pense que c'est ce qui fait que derrière, il y a un peu, on va dire, des scandales, etc. Parce que, en gros, le reste à se partager, il est moindre. Donc, du coup, il y a moins de sous derrière pour les trucs qui sont moins utiles, on va dire, pour eux, quoi. Je suis d'accord sur ce point. En gros, on a vraiment l'impression que les personnes qui faisaient des trucs bénévolement, entre guillemets, ont essayé de se professionnaliser. C'est normal, tout le monde veut sa part du gâteau, pour sortir une expression bateau. Mais tous les photographes ou autres, quand on va regarder des petites compètes locales, intra-box ou autres, c'est vrai que souvent, c'est des adhérents qui font ça par passion ou autre. Et quand on va vers les compétitions, aujourd'hui, on les connaît de toute façon. En CrossFit, tu n'en as pas 100 000. Tu as quelques photographes du CrossFit qui sont reconnus, quelques vidéastes du CrossFit qui sont reconnus. Et c'est vrai que quelques speakers. Quelques speakers. Et ces gens-là, c'est des gens qui font ça quasiment à temps plein, pour la plupart. Et donc, ils sont professionnalisés, qui ont besoin d'un salaire complet. Moi, après, j'ai l'impression que tu voulais rebondir dessus. Non, je voulais préciser, là, quand on parle des compètes, on parle pas forcément des compètes de boxe, les autres petites compètes de boxe qui se font en interne, qui, je pense, on parle des compétitions un petit peu plus grosses, on commence à avoir 300, 400, 500, 800 athlètes, pour préciser un petit peu. Et encore que, quand même, dans les compètes de boxe, c'est évidemment qu'il n'y a pas, on va dire, de budget pour la sécu, etc., parce que c'est trop petit. Mais par contre, tu regardes maintenant quasiment toutes les compètes, même petite compète, il y a le photographe attitré, il y a des vidéos directes, il y a un speaker. Ça, c'est énormément professionnalisé. Tu vas dans n'importe quelle maintenant box,
ce qu'on disait aussi la dernière fois entre nous, quelqu'un qui ouvre sa salle, il ouvre sa salle de manière à, est-ce que l'arrangement du rack, est-ce que l'arrangement de ma partie cardio, etc. permet d'accueillir une compète, et les gens pensent ouverture de box avec compète. Donc c'est qu'il y a un lien aussi direct avec l'argent. C'est que les gens ils savent qu'aujourd'hui quand tu as une box, un des leviers pour pouvoir faire de la thune et de garder ta box en fait en périn, c'est de faire des compétitions, tu vois. Moi, je pense que tu as le problème de l'argent, dans le sens où les compétitions se veulent de plus en plus costauds, de plus en plus grosses. Elles sont de plus en plus chères aussi. C'est pas rare une compétition où tu es en team de 3, c'est 150 € par personne. Et donc les gens, ils ont plus d'attentes qu'une petite compète aussi. C'est-à-dire que tu t'organises une compète dans ta box à 20 balles ou 30 balles par adhérent, même si l'orga est pas top, que tu as un savane broussard à la fin et que les WOD sont pas extraordinairement bien rodés, qu'il y a un peu de temps, tu es beaucoup moins critique que quand tu as des attentes, que quand tu prends un week-end, que tu prends le train pour aller loin sur une compète. Et le gros truc aussi, c'est que les gens font de plus en plus de compètes, donc ils ont de quoi comparer. Oui. Tu vois, typiquement, tu as des crossfitters qui ont pas un gros niveau. Tu vois, le crossfitter, il est 10 millième français, mais il fait toutes les grosses compètes de crossfit françaises. Et ça, dans les autres sports, il y a très peu. Donc ces personnes-là, tu vas sur une compète à Bordeaux, tu discutes avec des personnes et tu te rends compte que c'est leur 6e de la saison, alors que c'est du petit niveau. Donc t'imagines des mecs qui font ça quasiment pro, donc ils peuvent comparer à fond sur les différents trucs. Et je pense que du côté orga, ce qui pose problème, c'est comme tu dis, même nous, notre mea culpa, on s'est déjà dit comment faire de l'argent pour rentrer, parce qu'on n'a pas fait des mois qui étaient top sur des abonnements ou autres, et on s'est dit, tiens, on va faire une compète. Ça permet de faire rentrer de l'argent, c'est un truc qui est rentable, et je pense que malheureusement, il y en a beaucoup trop qui réfléchissent comme ça. Nous, on l'a fait en interne, c'était un petit truc, mais il y en a qui le font en se disant, en fait, j'ai besoin d'argent, ou je veux faire de l'argent, donc je fais une compète. Alors qu'à l'origine, c'est un pivot, quoi. Je suis quasiment sûr que les gens voulaient faire une compète et essayer de la rendre rentable après. Oui, voilà. Leur objectif, tu vois, les premières personnes qui ont fait les French ou les affiliates ou autres, je suis pas sûr qu'au début ils se sont dit, tiens, on va essayer de sortir une machine Afrique. Mais c'est surtout que dans l'idée, c'est que là, je parle de celle qu'on a fait, nous, c'était pas si rentable que ça. Et je pense que parce qu'on a changé notre fusil d'épaule pendant l'organisation. Et aussi que le point de levier de la compète, pour nous, je pense que c'est aussi la base des compétitions, la base dans les box. C'est pour faire connaître ta salle, tu vois. Donc ça, c'était le levier de la compétition, c'était pour faire connaître ta salle. C'est sûr que maintenant, comme il y a une course à la meilleure compète, le meilleur trophée à donner, le cash prize, et puis comme tu dis, les gens, ils font aussi énormément de compètes en France. Et en fait, ils vont dire, putain, c'est cool, tiens, j'étais à tel endroit, il y avait comment ça s'appelle, un velcro. À tel endroit, il y avait une barre. À tel endroit, il y avait des maniques. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens, après, quand ils font une autre compète un peu plus grosse, ils veulent le truc cool qu'il y avait dans chacune des compètes, tu vois. Il y a cette course un peu au quelle compète va avoir le meilleur pack athlète, etc. Et ça, c'est des dépenses supplémentaires. Et si c'est des dépenses supplémentaires, et que le mec veut se faire un petit peu de marge, c'est au détriment d'autres choses. Le mec va en fait, ce qui est dégueulasse, c'est que le mec, en fait, il va gratter sur des trucs qui sont que tout le monde ferait, je pense. Sur la sécu, sur peut-être l'encadrement des athlètes, sur la com, etc. Et il va mettre plus le paquet sur, ok, le rendu visuel, c'est quoi? Tu regardes maintenant les compètes, gros, n'importe quelle compète, même moyenne, il y a 2-3 photographes. Ah oui, ça sort 8 réels par demi-journée. Ça... Et le but maintenant, c'est ça, quoi. Mais sur ce point-là, tu vois, nous, sur les compétitions qu'on organise, il y a les petits trucs de CrossFit. La plus grosse qu'on fait, en soi, c'est le Power Contest, qui est organisé ici, sur un week-end, plus avec les phases de qualif. Et c'est vrai que l'argent qu'on met dans l'organisation d'une compète comme ça, les gens ne doivent pas se rendre compte à quel point c'est dur d'être au point mort, déjà, sur un truc comme ça. Donc, si tu veux rajouter des packs athlètes qui coûtent 30 € par personne ou autre, eh ben, tu t'y retrouves pas. Pour résumer un peu ce que tu as dit, mais pour aller un peu plus loin, moi je pense que c'est un peu comme un phénomène de bulle en économie, c'est-à-dire qu'il y a un actif qui est un peu surévalué en termes de prix, c'est-à-dire que les gens ils se disent il y a moyen de faire de l'argent dans les compètes de CrossFit, donc ça va attirer des gens qui vont avoir des tendances entre guillemets opportunistes et cupides. Le problème c'est que du coup comme il y a beaucoup de nouveaux acteurs dedans, il y en a qui sont pas là pour les bonnes raisons, ou il y en a qui sont là pour les bonnes raisons mais qui sont pas compétents. Et donc derrière, ça amène en fait à cette, entre guillemets, cette crise où tu vas avoir des mécontentements. Ça, je pense que c'est un peu ça qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont dit, comme tu dis, c'est un levier d'argent. Oui, sauf que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Comme vous avez dit aussi, les gens ils ont plus de recul, plus d'expérience. Quand tu as fait, comme tu as dit, 6 compètes dans l'année, c'est sûr que tu as un point de comparaison par rapport aux années précédentes. Il y a aussi un autre truc pour moi, c'est que le calme, entre guillemets, sème la tempête. C'est-à-dire que c'est un phénomène psychologique. C'est
quand tu as des périodes de calme et de sérénité, bah, ça provoque un peu un excès de confiance. Et je pense qu'il y a pas mal d'organisateurs qui ont réussi à mener leur barque jusque-là, qui ont fait des super compètes. Mais avec le temps, ben, tu te relâches un peu, tu prends des risques. Et du coup, bah, encore une fois, tu arrives sur un phénomène de crise, quoi. Sur le fait de prendre des risques, je pense aussi que c'est inhérent au CrossFit et le fait que, contrairement à tous les autres sports, l'événement change à chaque fois. Donc les gens essaient de faire des nouveautés et c'est pas toujours bon de faire de la nouveauté. Le progrès, entre guillemets, c'est pas toujours bon. Mais en fait, le fait de vouloir essayer de proposer des nouveaux formats de WOD, de vouloir proposer des nouvelles épreuves, tu vois, comme mettre de tir de précision Oui, à l'époque, il y avait ou ça. des trucs dans la mer ou autre, n'importe quoi, qui peuvent être dangereux, on va en parler, j'imagine, juste après. Le fait de vouloir essayer de faire des lieux toujours plus insolites ou autres qui coûtent de plus en plus cher, et ben en fait, ils essayent de se démarquer en faisant des trucs qu'on n'aurait pas dans les autres sports, parce que dans les autres sports, c'est toujours le même event. Et ça pourrait se démarquer uniquement sur la qualité de l'organisation, le fait que ça roule, qu'on respecte le temps, que les cash prizes soient intéressants. Mais là, le fait qu'on essaie vraiment d'innover à chaque fois, ça peut poser problème. Et ça fait qu'en fait, ils essayent de briller sur le truc spectaculaire et les basiques sont un peu oubliés. Et surtout qu'il t'a des... ça, je pense que les gens oublient. Alors, je ne dis pas que, entre guillemets, quand il y a des erreurs qui sont faites pour les compétitions, c'est tout le temps excusable, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que les gens qui font des compétitions et les gens qui les organisent, il n'y a pas forcément comment dire, l'info qui est transmise et la prise de risque qui est transmise. C'est que faire une compétition de grande envergure, avec 500, 600, 800, voire parfois même plus de 1000 athlètes, quand tu loues un stade, une salle des fêtes, des trucs comme ça, il y a des gros enjeux. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un hic, dès qu'il y a un couac, les gens sont très regardants, ce qui est normal puisqu'ils ont mis le prix. Mais ils pensent un peu de manière des fois, je pense, simpliste, c'est qu'ils se disent « Ah ok, il y a eu tant de participants, je fais les participants fois le nombre de la participation, le mec s'est mis ça dans la poche. » Et en fait, ils ne pensent pas tout ce qui est derrière. Il n'y a pas le calcul et surtout qu'ils ne se disent pas la compétition, ça se trouve, ça fait 6 mois qu'il y a un travail qui est fait dessus. Parce que hormis comment dire, les coûts fixes sur la location de la salle, sur la location du matériel, il y a aussi le taux horaire de la personne. Si la personne, ça fait... Après, oui, je suis d'accord avec toi. Je sens que tu es un peu plus défenseur des organisateurs que... Non, je dis pas forcément défenseur des organisateurs. Je dis juste qu'en fait, il faut toujours comprendre les deux leviers. Il y en a un qui veut faire de l'argent des fois de manière excessive. Je comprends à 100%, mais par contre, les reproches qu'on va avoir fréquemment, c'est pas la compétition, elle a été pas bonne. C'est souvent, ça va être la compétition, elle était moins bonne que l'édition précédente. Et du coup, les gens, ils ont un repère et ils se disent, en fait, là, on s'est un peu foutu de ma gueule parce qu'on m'a vendu le truc, l'expérience de l'année dernière qui était top. J'ai repayé le même prix, voire même plus cher. Je reviens, je me pointe et en fait, c'est moins bien. Et en fait, là, tu vas pas leur dire, oui, mais l'an dernier, on a perdu de l'argent parce que c'est pas vrai. Et cette année, on a voulu gagner un peu d'argent. L'an dernier, on vous a rincé ou autre. Donc, c'est ce que dit je pense, par soit il y a de la prise de risque, soit il y a... on laisse couler un petit peu trop et du coup ça se dégrade potentiellement. Et après je pense que le gros problème, après je termine là-dessus, mais je pense que le gros problème aussi du fonctionnement des compétitions de CrossFit, c'est que la base de la qualité de fonctionnement, c'est quasiment basé sur du bénévolat, alors qu'il y a de l'argent qui est engendré, mais tout ce qui est judging, etc., c'est du bénévolat et c'est très dur en fait de générer de l'argent dans un truc où tu demandes à des gens d'être bénévoles à côté. Et la base des compétitions de CrossFit, il y a 5, 6, 7, même 10 ans, c'était ça en fait. C'était que des bénévoles. C'était quasiment à flux tendu. Il n'y avait pas de profit, ou alors très très peu. Et aujourd'hui, il y a des très grosses compétitions où il y a beaucoup d'argent qui est généré. Et ça compte toujours sur la participation des bénévoles. C'est là où il y a des fois il peut y avoir un problème. Tu vois. En haltéro, c'est un peu plus facile de mobiliser des gens en bénévolat parce que personne ne gagne de l'argent sur l'event. Donc en fait, quand l'organisateur gagne 0, c'est un peu plus facile d'avoir une team de 50 bénévoles qui eux aussi vont gagner 0. Oui, complètement, oui. Ils ont un sandwich à la buvette et ils ont les remerciements à la fin de la compète, mais ils se sentent moins lésés. C'est sûr qu'un mec qui fait son salaire annuel sur l'orga de la compète, alors qu'eux, ils sont juste bénévoles et qui prennent 0. Après, c'est du bénévolat. Les gens qui font ça, c'est des passionnés. Ils ne sont pas là non plus pour avoir un salaire, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours sur des compétitions. Il y a des bénévoles qui avaient l'impression d'être pas du tout considérés pour l'investissement d'un week-end complet où ils charbonnent. Le rapport de force est différent. Il y en a un qui fait ça pour le plaisir, pour aider le week-end, et puis l'autre qui est là pour un aspect financier.
Après, il y a aussi une chose, c'est que le CrossFit, c'est pas un sport fédéral, donc il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de standard, ce qui fait que, contrairement à un sport comme l'haltéro, où tu vas retrouver, tu peux faire une compète à Lille ou à Bordeaux, bon, même si du coup tout est chiant, mais tout est standardisé, tout est normalisé, et ça aide quelque part à maintenir un certain niveau de qualité. En CrossFit, c'est ça qui est beau, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut, donc c'est pour ça que tu as des compètes qui sont extraordinaires, qui marquent les esprits, et d'autres où c'est une catastrophe absolue. Donc après, est-ce que le CrossFit veut se fédérer, tend à se fédérer? Ça, c'est encore une autre problématique, mais pour moi aussi, c'est une des raisons. On pourrait se fédérer. Le problème de l'haltéro, c'est pas que ce soit pas fédéré, c'est qu'il n'y ait pas d'argent. On pourrait fédérer le truc et le garder privé un minimum. Après, tu crois pas si bien dire, en compète haltéro, tous les ans, on reçoit des mails en tant que président de club sur des retours où certains clubs rapportent à la fédération des défauts d'organisation sur des compétitions. Là, on t'en a montré il n'y a pas longtemps. Voilà, la charte n'a pas été respectée. Typiquement sur un championnat de France il n'y avait pas de sauna, ou alors à la pesée c'était un arbitre qui n'était pas du même sexe, et plein de trucs. Et nous, en tant qu'organisateurs de compètes, notamment sur les compètes nationales qu'on reçoit ici, on a une charte à respecter. Si on ne la respecte pas, il y a des amendes de la Fédé. Et pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Marin, je comprends ton point, parce que nous, je pense que c'est plus facile pour nous de nous mettre à la place d'un organisateur de compétition de CrossFit, parce qu'on est nous-mêmes dans l'entrepreneuriat, on a nous-mêmes une société à gérer et on fait face des fois à des difficultés qui nous échappent. Et donc c'est normal qu'on soit sensible à ça, mais par contre je peux comprendre que les gens en face de l'organisateur, ils disent moi c'est pas mon problème, j'ai payé, je veux tant. Et c'est un peu ça qui est compliqué à expliquer. Après, je pense qu'aussi il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre les organisateurs et les participants. J'ai l'impression, on va en parler un petit peu après, mais j'ai l'impression que certains organisateurs n'ont pas vraiment compris ce que les gens voulaient. Quelle offre ils proposaient et c'est quoi ce qu'ils vendent en fait. Et c'est pas forcément évident. Je dis pas que j'ai la réponse, mais... Tu vois, quand on parlait de la course un petit peu de temps en temps à toujours plus, etc. Oui, mais c'est la cupidité. Tu disais par exemple ce qui est bien dans les compétitions d'haltérophilie. Un des bons côtés, c'est que y a une charte, etc. Il y a un cahier des charges. Mais regarde, un truc tout bête. En compétition d'haltéro, je crois que même niveau national, tu n'as pas de cash prize. Non. Voilà. Donc il n'y a pas d'argent à gagner pour les athlètes. Dans le CrossFit, toutes les compètes normalement basiques, on va dire fun, donc c'est-à-dire tout ce qui est à l'époque autre que les French, il n'y a pas de cash prize normalement. Dans les compètes, il n'y en avait pas. Là, de plus en plus, il y a eu la nouveauté des cash prizes, c'est-à-dire que les gagnants, ils ont 200, 100 balles, 300, 500, 1000 balles, etc. Les compètes ont fait ça pour aussi faire venir du monde. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que si c'est une compète relativement grosse, il n'y a pas de cash prize annoncé. S'il n'y en a pas à la fin, les gens gueulent. Ils disent, putain, c'est une grosse compète, ça a coûté cher, il n'y a même pas de cash prize pour les gagnants. Alors que pour le coup, c'est pas annoncé. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, comme il y a eu des compètes d'un certain, on va dire, standing en termes de volume, etc., maintenant, c'est une attente quasiment obligatoire. C'est le même exact. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est comme les principe que les cheminots. Et c'est comme les packs athlètes. Tu peux rien retirer. C'est comme les packs athlètes. Les packs athlètes, maintenant, si tu fais une compète, imagine tu fais une compète hyper stylée. Tu as 800 athlètes. Tu as des gros cash prizes. Et que tu n'as pas de pack athlète parce que tu as voulu mettre des gros cash prizes. Et les gens ils vont dire putain, il n'y a pas de pack athlète. Mais après, je pense que ça, justement, on va garder ça pour après, parce que pour moi, je vais vous demander, pour vous, ce qui caractérise une bonne compétition de CrossFit et un peu ce que, selon vous, les gens veulent. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu le même principe que pour les avantages sociaux en France. Une fois que tu as donné, c'est très compliqué de retirer. C'est dans les mentalités françaises. Donc je pense que ça s'applique aussi au CrossFit. Il y a un dernier point pour moi qu'on n'a pas abordé aussi, qui fait que je pense que les gens se manifestent beaucoup plus leur mécontentement. C'est ce qui s'est passé au dernier game. On a vu que même l'organisation CrossFit, elle maîtrise pas totalement l'exercice, notamment sur le plan de la sécurité, ce qui pour moi est le plus important, parce que entre guillemets tout le reste est secondaire. Tu fais un événement de merde, voilà, tout le reste est secondaire. Donc après, j'imagine que l'enquête elle est encore en cours. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Le but c'est pas de rentrer en détail là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est que maintenant les gens ils vont être beaucoup plus attentifs en compétition sur ce plan-là, et malheureusement il y a plein de compétitions qui ne sont pas à jour là-dessus, pour avoir entendu parler de certaines choses récemment, où vraiment on parle de compétition où il n'y a pas du tout le staff médical qu'il faut, ou alors il y a une épreuve qui est faite dans des conditions totalement délirantes. Par exemple, il va y avoir du bike sans casque ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est des petits détails, mais un max split jerk sur une plateforme qui glisse. Donc ça pour moi, ce qui fait aussi compète à son lot de trucs en ce moment. Et après aussi il y a un petit truc, ça c'est ce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit ouais, tu l'as vu ce post, etc. Et je dis moi j'ai un biais, quand quelqu'un prend le temps de faire un post pour critiquer quelque chose, je sais que c'est un type particulier de personnalité.
parce que moi en fait jamais de la vie je me Oui, verrais tu à faire vois ça ça. et c'est pas pour ça que je suis une meilleure personne, mais c'est juste que c'est un type T'es de pas une personnalité. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme sur Twitter. On se rend pas compte, mais sur Twitter, ça attire surtout des personnes avec une certaine mentalité, un certain état d'esprit qui sont très dans la joute verbale. Par exemple, Instagram, on sait que c'est 50% hommes, 50% femmes. YouTube, c'est Plus de 80% hommes, 20% femmes. Et ben voilà, moi je suis sûr que dans les créateurs sur Instagram, il y a plus de femmes que d'hommes. Et on peut faire, je suis sûr, de la sociologie de comptoir, mais les gens qui prennent le temps de faire des posts et des stories, c'est pas forcément représentatif de la vie générale. C'est là où, Ouais, où je veux en venir. C'est que des fois, ça peut venir grossir les traits, quoi. Donc, Je vous ok. le dis quand même au cas où, il y a, ça chauffe. Ça chauffe. Ok. Non mais pas Ça chauffe. sur l'appareil. J'ai acheté un ventilo. Ok. On va Si passer jamais à la ça suite. coupe, je ferai un... Donc ouais, je fais juste un petit résumé de ce qu'on a dit. Donc pour nous, en gros, phénomène un peu de bulle. Les gens ont plus de recul. Et le sport n'est pas, entre guillemets, fédéral. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de structure. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir sur le reste de l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est nous, par exemple. C'est les honneurs de boxe, les programmateurs, les gens qui font des fringues, etc. Quel impact ça peut avoir pour vous si les compètes se passent mal? S'il y en a, vous pouvez me dire qu'il y en a Déjà, pas. c'est même pas forcément le fait qu'elle se passe mal, c'est déjà l'attrait pour les compètes, l'attrait financier pour faire de la compète absolument. C'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des box pour pouvoir, entre guillemets, répondre à ce marché-là et qui font des box ultra standardisées compétition. C'est-à-dire même plus, en fait, en fonction de ce qu'ils aiment pratiquer ou de ce qu'ils veulent faire ou un peu de la spécialité des coachs qui créent la salle, mais vraiment en fonction de comment on va pouvoir faire du fric. Ok, là, il y a combien de lignes sur le floor pour pouvoir faire une compétition? Est-ce qu'on a un rack, etc. Et je trouve que là, dans l'ouverture des salles, je pense pas que l'économie, en tout cas, soit plus porteur, que ce soit plus porteur aujourd'hui pour ouvrir une salle qu'il y a 5 ou 6 ans. Il y en a qui m'ont parlé du Covid, etc. Mais aujourd'hui, il y a énormément de salles qui ouvrent. Là, on l'a vu sur Bordeaux, ça a explosé sur les 2-3 dernières années. Et elles ouvrent toutes à chaque fois avec Je vous l'ai dit ou pas? l'organisation de la salle pour pouvoir faire de la compétition. Je suis retombé sur notre business plan par hasard comme ça en rangeant le bureau et donc j'ai feuilleté et je suis tombé sur la page où on a fait que ça m'échappe l'étude de marché, mais comment ça s'appelle quand tu fais par Le rapport nombre à de salles. la Le géolocalisation? Tu fais la zone d'achalandise. Zone de chalandise, voilà. Et ça m'a frappé parce qu'il y a la photo du coup de la map Google et en fait il y a 3 salles dans toute la région, il y a que dalle. Ouais. On est derrière, alors Il y que a maintenant tu énormément de refais la salles même, CrossFit. je pense on a triplé ou c'est pas quadruplé. Je crois qu'il y en a plus de 30 maintenant sur Bordeaux C'est du délire. et les alentours. C'est du délire. Mais ouais, je pense du coup le point noir, sans parler tu vois, de l'impact que ça peut avoir quand tu dis sur l'écosystème, le fait qu'il y ait des scandales dans le CrossFit, je trouve que l'attrait pour l'argent via les compètes fait pas forcément du bien au sport. Ok. Moi, je pense que ça va faire un peu mal au CrossFit parce qu'en plus, ça les sort des nouvelles disciplines comme l'Irox où justement la problématique de standardiser la compétition, ils ont réussi à y répondre. Et pour l'instant, j'ai pas eu de personnes qui sont revenues d'une compète d'Irox et qui étaient critiques vis-à-vis de celle-là. Ils étaient tous super contents de la compète, de leur gars, de comment ça s'était déroulé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu dégoûtées entre guillemets de la compétition de CrossFit. Ça reste des compétiteurs et ils vont avoir la réponse à leurs besoins qui sera autre part. On en avait parlé un petit peu avec Clément, il est un peu de ton avis. Et en fait, oui, ce qu'on se disait avec Clément Physiocoach, qu'on devait avoir en podcast d'ailleurs pour discuter. Coach Physiocoach. Qu'on devait avoir en podcast pour aborder ces sujets justement, c'est que potentiellement, comme tu dis, les gens vont se désintéresser à ce type d'événement. Et donc peut-être se désintéresser tout court de la compétition. Sauf que on en a déjà parlé, pour moi les compétiteurs c'est un peu les personnes les plus hardcore dans le CrossFit. Donc c'est ceux qui achètent du merch, c'est ceux qui achètent des programmations, c'est ceux qui vont du coup en compétition. Donc soit ils basculent... Ceux qui font de l'open season Voilà, par voilà. jour. Soit ils vont basculer comme tu dis sur... ils vont faire le tri, ils vont faire peut-être moins de compètes. Irox, Grit. Ou alors ils vont passer sur autre chose. Mais moi je pense qu'il y a aussi une chance pour que les gens fassent le tri. Et comme on a dit un peu avant, il y a une correction. Les mauvais acteurs ils vont gicler. Il y aura peut-être moins de compètes, ou alors les compètes qui vont rester elles seront plus quali. Et voilà, je pense que l'impact sera moins... Ça, je sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de compètes en fait où ça fait 3 ans qu'on a des mauvais retours dessus. Ça par contre c'est vrai que je suis très surpris, tu as des Et compètes... les gens reprennent, Voilà. c'est qu'ils sont pas si dégoûtés que ça. Parce que je pense qu'ils sont pas dégoûtés, et c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'autre offre. Parce que tu vois, quand tu as une compète dans ta région, c'est un peu la grosse compète de la région, c'est l'occasion de venir te tester, parce que tu sais très bien, on va en parler juste après, que c'est un peu ton seul moyen d'accéder à une compète avec une grosse orga, etc., et tout ce qu'il y a autour, à ton niveau.
Donc Oui, t'es un peu obligé, entre quand tu guillemets. fais- T'as pas de produit de substitution, Oui, quoi. Quand tu fais une grosse compète comme ça, t'as l'impression d'être un pro. Bah, pour moi, c'est ça qui Oui, manque. t'es mélangé, on a- c'est on ça a- l'expérience. On est revenu, problème technique, les caméras qui chauffent. Donc tu disais, Louis, quand t'es à un niveau fédéral en haltérophilie. Voilà, en haltéro, tu as accès à un certain standing de compétition en fonction du niveau que tu as. C'est-à-dire que si tu es niveau régional, interrégion, voire même fédéral, tu es voué à avoir des compétitions d'orga de style fédéral, donc des petits trucs avec des bénévoles, pas d'argent ou autre. Par contre, si tu veux faire des belles compétitions avec. Il y a un stand de 4 quarts, c'est ça que Voilà, dire. avec le Savane. Mais si tu veux avoir une compétition où tu as Ougrip et ATG et The Power Institute qui fait des vidéos de tour au ralenti avec des super objectifs, de l'argent à gagner et un beau plateau avec un fond de scène qui est énorme, en fait, il faut avoir un niveau européen, voire un niveau Ou alors faire inter le Power A Contest. ou faire le Power Contest. Mais ça ressemble plus dans l'aspect justement à une expérience que tu vas avoir en CrossFit. En CrossFit, tu peux avoir un snatch à 32 kg. Et faire des compètes qui vont ressembler à du top Tu peux international. avoir un stage à 32 kg et faire même les games en Master 8. Bah alors justement, ce sera ma prochaine question. C'est qu'est-ce qui caractérise selon vous une bonne compétition, sachant qu'on n'a jamais participé en tant qu'athlète à une compétition de CrossFit. On en a eu pas mal et on est observateur, et je pense que surtout nous, c'est le même marché que le nôtre. Donc je pense en tout cas, on est à même de comprendre ce que veulent les gens. Surtout qu'on a pas mal d'adhérents qui en font et on a les retours à chaque fois. Voilà. Donc selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne compétition de CrossFit? En fait, moi, vu que j'ai fait, sans parler de CrossFit, mais j'étais un peu un multisport en étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de sports. Le CrossFit, ce qui va me poser problème, c'est les compètes où il y a des horaires qui ne sont pas respectés et ou des horaires qui ne sont pas donnés à l'avance. C'est-à-dire que tu arrives le matin et tu ne sais pas quand tu passes, tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir, tu ne sais pas à quelle heure tu peux manger. Ça me posait problème. Et qui va avec, parce que j'ai fait que des sports où c'était plus prévisible sur les épreuves qu'on allait avoir, c'est si la programmation est mauvaise. Pour moi, la compète, tout le reste peut être bien. Si la programmation est mauvaise, c'est le pire truc que tu puisses faire. Donc, programmation et timing, quoi. Pour toi, c'est les deux gros basiques. Par contre, la programmation, ça a changé au niveau de la culture. Maintenant, les WOD sont annoncés à l'avance. C'est vrai que c'est nouveau. C'est la surprise. Voilà. C'est vrai. Je pense que maintenant, ils font ça pour pas avoir à briefer les athlètes autant, etc. C'est pour gagner du temps, en fait. Ouais, mais t'as certains WOD où ça se voit qu'ils veulent faire du funky, du freestyle. Et en fait, tu ferais mieux de mettre un Fran, quoi. Pour moi, une bonne compète de CrossFit, t'as ça. C'est, on va dire, les gros basiques. C'est-à-dire, comme tu dis, le timing et puis la progra. Je pense que le deuxième truc, pour avoir été dans certaines compètes et avoir eu des retours, le truc qui fait la différence, mais alors je sais pas trop comment le définir, ce qui va caractériser ce point-là, c'est un petit peu pas l'ambiance, mais il y a des compétitions, si tu veux, où, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, où les gens font leur WOD et après ils dégagent. Et en fait, c'est le train-train, chacun fait son WOD, chacun fait son WOD et chacun part. Et je trouve que quand tu as une compète de CrossFit qui ressort un peu du lot, c'est quand il y a des WOD et que tous les gens regardent, qu'il y a un côté vraiment où tu es intéressé de voir ce qui se passe, etc. Tu as une sorte d'émulation collective. Un spectacle et des enjeux. Typiquement les affiliates battle où je suis allé, tu avais un spectacle suffisant sur les WOD et le floor était tellement bien présenté par rapport aux tribunes que les gens restaient pour regarder les WOD des autres. Et tu avais un village partenaire qui était vénère. En plus, c'est Nîmes, donc il fait beau. Mais le village partenaire était tellement bien, tellement stylé, tellement grand que les gens restent toute la journée. Mais je trouve qu'une compétition avec le timing qui est bon et la prog qui est bonne, mais chacun reste dans son coin, tu sais, en fait, comme dit Louis, en fait, l'agencement de la compétition, le village partenaire, je trouve que ça a une importance. Tu as des compètes où, je te dis, il n'y a pas d'émulation collective. Et en fait, ça fait que les gens, en fait, c'est comme s'ils venaient faire leur truc et puis ils se barraient. Je comprends ton point de vue. Moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est justement les compètes en CrossFit. Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est ce que les gens veulent. Mais par contre, pour moi, c'est pas ce que les gens devraient vouloir quand ils vont en compète. En fait, pour moi, tu devrais pas être spectateur et compétiteur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les gens vont en compète de CrossFit pour être les deux en même temps. Et pour vivre l'expérience plus que pour être compétiteur. Mais typiquement, tu vois, je reprends l'exemple de mon sport, un haltéro qui va au championnat du monde, il n'en a rien à faire que dans le public, on voit bien, quoi. Lui, il vient pour faire sa compétition, il est compétiteur. Même les finales, je trouve que tu vois un truc con, mais tu vois, là, pour avoir eu le Power Contest plusieurs fois, la finale, c'est le moment que tout le monde veut voir. Sur les compètes de CrossFit, si c'est pas bien amené, s'il n'y a pas un réel show, s'il n'y a pas un réel effort, les gens, au moment de la finale, ils font quoi? Ils se barrent.
ils ont de la route à faire, ils veulent pas avoir les bouchons avec tous les athlètes, ils se cassent. Et c'est un délire, c'est que tu tapes 3 jours de compète, et en fait, il n'y a même pas le côté, si tu veux, un peu avènement de putain, les meilleurs, c'est qui ? On va voir qui gagne, on va voir les meilleurs se battre, et les gens se cassent en fait. Et sur des compètes, j'ai vu des compètes avec 800 000 athlètes, les gens, au moment de la finale, il y a moins de monde que sur les premiers WOD, quoi. Bah, Après, c'est aussi parce qu'il y a c'est inhérent au CrossFit, mais il y a des WOD qui sont pas intéressants à regarder aussi. Oui. T'as un AMRAP 12 minutes avec des wall balls et du rameur. Tu te casses. À regarder, c'est pas intéressant. Même si t'as un super pote à toi qui est en train de passer, t'es dans le tribune, tu discutes, tu regardes à combien faut pas baisser le son. Non, Ah c'est putain, pas vrai. ouais. Non, je vais leur dire. Excusez-moi. Si je peux donner mon avis. Vas-y. Non, bah moi, vous êtes rentré un peu plus dans l'aspect technique, pratico-pratique. Moi, à un niveau plus, on va dire, métaphysique, je pense que les gens, on en a déjà un petit peu parlé, c'est ils veulent être au centre de l'événement, ils veulent avoir l'impression d'être aux Games, donc ils veulent profiter d'une orga précise, avec potentiellement, comme tu dis, des WOD un peu funky avec du matos qu'ils peuvent pas avoir dans une compète de boxe parce que la logistique le permet pas. Et ils veulent être choyés, ils veulent être au centre de l'événement. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à le comprendre. Pourquoi le pack athlète avait autant d'importance. Moi, au début, qu'à chaque fois que les mecs me parlaient de pack athlète, ils me disaient c'est pas ouf le pack athlète. Je me dis mais mec, mais en fait si tu veux faire du shopping, va sur un site et fais-toi va sur un site et fais-toi plaisir, quoi, achète-toi tes fringues. Et c'est aussi sûrement pour ça, quand tu dis ça, qu'il y a peut-être moins de monde sur la finale. Parce que les gens, c'est plus eux qui sont au centre de l'attention, quoi. Exactement. Et en fait, pour moi, le but, c'est pour moi une compétition de CrossFit qui va avoir du succès. Je parle encore une fois au niveau état d'esprit. Après, il faut que la mise en place elle suive, mais ça va être de singer au maximum les CrossFit Games. C'est un CrossFit Game pour un scale. Moi, je trouve ça un peu. C'est pas Mais bien. c'est ce que les gens ils veulent. Hein. C'est ce que les gens veulent, mais je trouve pas ça bien dans le sens où en fait les gens ils veulent se sentir compétiteurs pas par leur niveau, mais ils veulent payer 180 balles pour avoir l'impression d'être compétiteur. Je suis pas sûr que ce soit pour payer 60 000 balles pour montrer les vrais. Je suis pas sûr que ce soit par ego. Moi, je pense que c'est vraiment c'est comme un week-end sportif, vacances où les gens qui vont faire un run. Oui, et en fait, les gens quand ils vont faire un run, je sais pas les courses là où ils jetaient de la poudre, je sais plus comment ça s'appelait. Ah putain. Ouais, Bref, mais peu importe, les gens ils se disent en fait d'accord, j'ai envie d'aller faire mon 10K et en fait je veux que mon 10K ce soit une expérience complète. Je veux arriver, avoir un dossard qui envoie du pâté, Alors, qui est une super buvette pilée dedans pour avec la puce dedans. je suis ok avec toi, mais il faut voir la personnalité de la personne à côté. Si la personne après se dit je suis un athlète, je suis un compétiteur ou autre, bah là en fait tu te mens en fait. T'achètes ton statut d'athlète. Sur les t-shirts, il y a écrit athlète CrossFit quasiment. Oui, mais à côté, par contre, si tu fais ça effectivement et que tu pètes pas plus haut que ton cul, oui. Non, mais moi par exemple, quand je discute avec les gens, en tout cas on va parler de nos adhérents, Enfin, c'est les meilleurs nos adhérents. Non mais c'est vraiment les gens, ce qu'ils veulent c'est prendre un kiff. Oui, non, mais Alors c'est là, vrai. Pour parler à, tu vois, par exemple, à Pauline, ma compagne, elle, quand elle fait une compétition, elle m'a dit, moi, je veux me marrer. Je veux me taper des barres. Je veux me challenger, mais je veux me taper des barres. Je sais très bien que j'ai pas un niveau extraordinaire. Mais est-ce que c'est ces gens-là qui se plaignent des compétitions ou moins? Non, à mon avis, ceux qui se plaignent le plus, c'est ceux qui se prennent quand même relativement sérieux, qui disent putain, là, c'est là où pas dans le timing, c'est là où on en revient un petit peu. C'est ce que j'ai eu du mal à exprimer tout à l'heure en parlant du post Instagram. Je pense que la majorité silencieuse est peut-être mécontente de la compète, mais que la personne qui va s'exprimer, elle a trouvé que c'était de la grosse merde. Alors qu'en fait, les autres ont des remarques à faire. Comme le truc que tu m'as montré, hein, le truc qui nous a montré sur notre groupe là, Sur une où compète la d'haltéro. personne qui gueule sur une compète d'haltéro en disant oui, machin, si, machin, l'arbitrage. Bah là, c'est quelqu'un qui C'est quelqu'un qui a pas un très gros niveau. Hein, c'est souvent les mêmes, quoi. Mais du coup, je le comprends beaucoup mieux. C'est-à-dire que avec le point de vue que tu t'exposes là, de dire ces personnes-là, ils viennent vivre une expérience. Non, en fait, ils veulent payer 150 balles. Et vraiment, le but, c'est de singer les games. Quand les mecs ils arrivent au game, ils ont une panoplie complète. Alors, bien évidemment, c'est pas le même budget, mais les gens, ils s'attendent quand même à avoir un petit truc. Ils veulent arriver à avoir un beau pack athlète, avec un souvenir, des photos. Ils veulent que la prog, elle soit à la fois bien construite et fun. Alors ça, c'est un mix qui est un peu dur. On est d'accord que là, c'est un peu la limite du truc. Mais en tout cas, ils ont cette attente-là. Et après, il faut qu'il y ait les prérequis d'une organisation correcte d'une compétition. C'est-à-dire, comme tu dis, des horaires respectés, de la sécu, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment la base de n'importe quel événement. C'est avec ce point de vue-là, du coup, je comprends mieux qu'il y ait beaucoup de critiques dans ce sport-là, plus que dans d'autres sports vis-à-vis des compétitions, parce que les gens ne vivent pas la compétition comme un... C'est pas l'aspect compétition sportive qui les intéresse, c'est qu'ils veulent vraiment payer pour une expérience. Et s'ils arrivent et qu'on leur offre pas, ça va poser problème. Moi, si tu vas au championnat de France d'haltéro, que l'orga est pourri ou autre, en fait, t'es venu au championnat de France d'haltéro pas pour vivre une expérience, t'es venu pour faire la compétition des championnats de France d'haltéro, avoir un listing derrière,
ta place au listing, pourquoi pas faire une médaille ou autre, mais t'es pas venu en te disant je vais aller à Dunkerque faire les championnats d'haltéro pour vivre un super week-end avec mes potes. Il n'y a personne qui compétitionne comme ça. Alors que CrossFit, apparemment, la majorité, comme tu dis, ils viennent pour vivre un super week-end, pour s'amuser. Donc On va peut-être te couper parce que sinon, en fait. C'est toi qui parles, c'est bon. Ok. C'est juste qu'après, quand c'est. Faut que tu viennes là, Louis. Donc si tu veux relancer un thème ou quoi, le temps que ça refroidisse. Non, mais je pense que, regarde, on l'a encore vu. On avait des Corses qui sont venus là faire des drops chez nous. Eux, ils viennent pour passer un week-end entre potes. Ils arrivent à une dizaine. Je pense vraiment que les gens qui se prennent au sérieux sont minoritaires. Et la majorité a bien compris qu'ils avaient un niveau tout à fait abordable, sympa pour faire de la compétition, mais rien d'extraordinaire. Ils font partie du commun des mortels et ils sont là pour prendre un kiff, quoi. Et les gens qui se prennent au sérieux, mais qui sont sérieux, qui eux sont venus pour gagner la compétition, des trucs comme ça, souvent ils sont plus critiques aussi. Oui. Eux, Mais ils eux, font ils pas vont partie- ils vont critiquer peut-être plus la programmation, la mise en place, la sécu. Ils vont vraiment rester sur l'aspect sportif justement plus que ce qu'il y a autour. Tu vas pas les entendre parler du pack athlète ou du village partenaire. Bah, je le vois nous, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre petite structure. Attention là. Les gens qui, non, mais, c'est pas grave. Mais les gens qui vont venir nous faire remonter les critiques ou qui vont nous critiquer, que ce soit directement ou qui vont nous faire remonter des choses, c'est tout le temps les mêmes en 7 ans. Moi, à chaque fois qu'on C'est me un dit, peu il les y a profils tel. que j'ai donné. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais. Non, C'est même c'est pas pas ça. vrai. Non, mais c'est pas ça. C'est que. Il y a Non, des- mais parce que t'as des critiques constructives et t'en as d'autres. c'est- Non, mais c'est là, en même- plus, non, tous mais les gens que- qui. Non, mais justement, mais que ce soit constructif. Justement, ce que je trouve qui est dur, c'est que même les critiques constructives viennent des mêmes personnes. Tu peux avoir les critiques que je trouve infondées et les bonnes critiques qui viennent tout le temps des mêmes personnes. Parce que c'est un tempérament aussi. Ouais, Mais mais ça, c'est quoi le tempérament de C'est les celui-là syndicats. C'est C'est quoi les le tem- syndicats des adhérents. C'est quoi le tempérament de la personne qui dit c'est chiant qu'il n'y ait pas de WOD à 7h, mais il a pas envie d'y aller? Genre, il s'entraîne que le soir, mais il dit ouais, bah, vous devriez mettre Marin, des il a WOD à peur, là, 7 heures. regarde. Non, c'est pas. C'est quoi le tempérament de ces gens-là? C'est casse-couille, non? C'est ça le nom? Non, mais vous avez pas entendu ça dans une autre salle. Non, c'est ici. C'est pas grave. Non, mais de toute façon, on les Après, adore. moi, les les adore. personnes que j'avais en tête, ce sont des personnes qui sont plus là. Voilà. Non, ça, Ouais, donc, ouais. Ouais, ils sont tous plus là. Ils sont partis. Donc, en hier. fait, vu la réaction de Marin, c'est que lui pense à des personnes qui sont encore Pas là. du tout, pas du tout. Non, en plus, non. c'est pas- Putain. Je pense que là, on va avoir des désabonnements Non, dans la non, semaine qui va non, suivre. ouais, non. Ça va Non, être mais ça va, on a tellement fait une belle rentrée que c'est pas Ah grave. ouais, si c'est les gens incroyable. Non, mais c'est Tu voulais pas parler de nos chiffres YouTube Ouais, sauf si ça bloque encore un peu, parce que j'ai eu pas mal de questions d'adhérents ou autres qui me demandaient Parce combien que là, je pense qu'on est bon sur les compètes. Hein. Je pense Oui, qu'on a- oui, on a fait le tour. Bah, on termine là-dessus. Bon, Déjà, putain, j'ai- combien d'argent on gagne sur YouTube? Est-ce que vous le savez déjà? Non. Bah, Ah, lycée sur Si, 30 jours, bah- c'est 200 balles. sur Marin l'année, voit les factures, donc Ouais. c'est à peu près. sur l'année, je trouve que c'est pas grand chose sur l'année. Après, personne pense qu'on fait de l'argent avec YouTube quand même. J'espère pas quand même. Ah, si, il y a des. Un mec était venu faire des vidéos YouTube ici qui nous disait je vais être youtubeur. Et en fait, quand il a commencé à monétiser, c'est qu'il avait plus de 1000 heures de vues, un truc comme ça. Et au début, il m'a demandé mais vous gagnez combien? Parce que quand je lui ai donné les chiffres, il était sur le cul. Il dit bah, je pensais que ça allait être beaucoup plus. Parce qu'il pensait se faire un salaire. Bon, en gros, en moyenne, on va peut-être faire 80 000 vues par mois sur la chaîne YouTube. Donc ça va être entre 60 et 100 000. Et en durée de visionnage, on va être entre 3 et Entre 4. 60 et 100 000 vues, du coup. Pas 80 000 vues qui font entre 60 et 100 000 de revenus. Non. À peu près entre 3 et 4 000 heures de visionnage total sur la chaîne. Et les revenus, ça va être entre 120 et 200 euros par mois Oui, c'est ce que j'ai dit. de revenus estimés. Donc on va dire qu'en 6 mois de revenus, on peut Vénère. payer les micros. Ça fait 4 Même abonnés. pas. Hein. Ouais, Ça et fait en plus, 4 derrière, après, on paye l'URSSAF dessus, si jamais on le prend pour nous. Ouais, mais ça, c'est des charges. Donc ça nous diminue. Mais en gros, ouais, c'est ça. En une demi-année de YouTube, on paye les micros. Là, l'année qui suit, on paye un appareil, ainsi de suite. Donc on a. Après, nous, l'approche qu'on a avec YouTube, c'est la même qu'on a eu entre guillemets avec les compétitions de cross Oui, c'est du qu'on a fric, organisées. C'est un investissement marketing, quoi. Non, mais. non, Oui, mais par la- contre, ce qu'il faut regarder, c'est combien il y a de personnes qui vont liker. Par exemple, Non, mais notre chaîne, elle n'a pas beaucoup de likes Par par rapport au vue. vue, oui. et encore moins de commentaires par vue. Ça veut dire que vous faites pas votre boulot. Non, parce que Vous devez liker, commenter. la base du truc, en vrai, quand tu regardes le matos qu'on a, l'argent qu'on a mis dans le matériel, c'est juste pour un kiff. On a professionnalisé le truc parce que on avait des bons retours, etc. Les gens aiment bien. Nous, on apprécie faire l'exercice et on trouve ça sympa. Ça, en plus, ça nous permet d'avoir un rendez-vous un petit peu hebdomadaire quand on arrive à s'y tenir. Mais c'est pas quelque chose qui est fait pour faire de l'argent. En tout cas, à la base, si ça Pas en de- fait très bien, et on essaye de professionnaliser pour pouvoir en faire un petit peu. Mais c'est sûr que si ceux qui regardent, ils pouvaient mettre plus de commentaires, de likes ou s'abonner, ce serait Moi, je cool. me vois pas comme un créateur de contenu. Je me vois d'abord comme un coach. Et en fait, créateur Non, mais de contenu, c'est de juste une aile de mon travail, quoi. De toute façon, c'est jamais les vues qui font. Je dirais que tu as plusieurs casquettes.
C'est jamais les vues qui font le Mais revenu. ce qui tu est vois. compliqué, c'est le changement de contexte. Ah, putain. C'est pas le volume horaire, c'est le changement de contexte. Ça, c'est dur. Le changement de contexte, c'est toujours dur. Ouais. Non, mais tu vois, une vidéo comme Inoxtag, je sais pas s'il fait, même s'il fait 100 millions de vues, ce qui est énorme, c'est plutôt les vidéos de MrBeast, il va faire grand max 100 000 balles sur Ouais. une vidéo en revenu. Oui, avec juste les en vues. revenu passif En de revanche, vue. sa sortie au cinéma de son truc, il a fait 6 millions en 24 heures. Oui. Les sponsors de la vidéo l'ont rincé beaucoup plus que les 100 000 Ils balles. l'ont Donc, en fait, ralasse. tu fais de l'argent avec les vidéos YouTube, mais plus par les sponsors Et les pubs. et puis les ventes associées. Et Oui, nous, oui. typiquement, on n'a pas de sponsor, parce qu'il n'y a personne qui veut d'une chaîne YouTube qui fait des vidéos à 6 000 vues. Mais par contre, on vend des séminaires, des t-shirts sur Internet et des progs. On sponsorise grâce à nous-mêmes ça. nos vidéos. On quelque se, part. on se sponsorise. Voilà. C'est Marin, auto- c'est mon sponsor. C'est auto. Et moi, je C'est suis auto. sponsor de Marin. c'est Et auto-sponsor. sponsor de cette vidéo, NutriPure, les électrolytes que je buvais en début de vidéo, le code. On devait faire un podcast avec eux, ils ont annulé, c'est ça? J'ai on écouté peut- hier on un va form- peut-être- On va peut-être pouvoir si vous voulez, ça fait 2h30 de route, mais on pourrait se déplacer dans leurs locaux C'est où? à côté de Toulouse pour aller faire un podcast là-bas et voir un petit peu Ça peut être sympa, les en vrai. locaux d'une J'ai entreprise vu qu'il comme a fait Nutripure. il a fait un format avec Gundil où il pose des questions. Il fait une petite interview, j'ai vu. C'était sympa. Voilà, donc à voir. On dit ou pas le prochain invité qu'on devait avoir, mais ça a été retardé dû à un incident. Bon, on en avait déjà parlé, mais On a déjà parlé. On devait recevoir. Là, du coup, les gens ils vont comprendre pourquoi il y a un peu de retard quand même. Non, mais il nous a fait l'honneur d'accepter. On devait recevoir Benoît Saint-Denis en podcast chez nous. Ça fait un moment que C'était c'est en août. prévu. Voilà, ça fait un moment que c'est prévu. Forcément, lui, il fait un peu en fonction de son emploi du temps. Et puis, de toute façon, déjà, je suis surpris encore une fois qu'il veuille bien le faire parce que j'imagine qu'il est très demandé de partout. Il a dit qu'il s'était engagé au début, entre guillemets, quand il n'y avait pas autant d'impératifs Et de planning. Et donc il a dit, comme je me suis engagé, je le ferai. Et donc, le deal, c'était s'il n'est pas trop abîmé du visage, il en fait C'était podcast. C'était la phrase, je me rappelle, Ouais. c'était vraiment ça. Et là, franchement, le pauvre, il a. Après, t'as vu, je sais pas si t'as vu, il a fait une interview chez Mouloud ou je sais plus comment il s'appelle là. Click. Ouais, il a fait l'interview Click. Ouais, mais et ça s'appelle pas non, mais Click. je veux dire, il a les lunettes, etc. Mais il a Ouais. déjà bien récupéré. Quoi, Il parle Faut un dire. peu du nez encore. Mais bon, déjà, franchement, venir parler comme ça, direct Ouais. pendant une demi-heure, parler comme ça face caméra, surtout sur un truc qui aura autant de visibilité. Parce Moi, que j'ai nous, bien aimé, bon, c'est quand tu as les retours avec l'arbitrage où le mec il dit bon tu vois plus de l'œil, tu vois plus de ton œil droit, faut qu'on arrête le combat. Et là il fait non mais le gauche je vois gros. Bah ouais mais il y a un sachant problème. que le gauche, il voit pas non plus très bien. le médecin, je savais pas, mais le médecin est youtubeur. Ah je savais C'est pas. un médecin qui fait des contenus sur YouTube, etc. Donc c'est énorme hein, parce que du coup, il a fait une vidéo pour expliquer Bah, tu pourquoi il m'étonnes. avait arrêté le combat, etc. Mais ouais, donc va falloir, je pense qu'on attende encore un petit peu. Je sais pas combien de temps. Moi, je suis bon. Je sais pas s'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder, mais voilà, on a parlé des compètes, on a parlé un peu de ce qu'on fait sur YouTube. Je sais pas, est-ce que les gens veulent qu'on aborde un sujet Bah là, ils vont pas nous le dire là tout de suite. juste, alors, Genre, genre, on n'est pas en direct. non mais pour un rappel ça si je veux le dire. Comme on a bien précisé que c'était du contenu du coup bénévole hein, quand même de notre part, c'est cool. On exprime du coup des idées, des avis, on essaie d'être relativement neutre en plus par Je rapport sais à où il va. non les petites merdes qui commentent à base de ouin parce qu'on les a offusqués, qu'ils ont une sensibilité exacerbée. Bah attends, on a dit qu'il y avait des impôts en France, ça a pas plu à quelqu'un. Donc non mais pas que lui, l'autre merde là. Par contre, La merde, si la merde qui se reconnaît, ça je Là, on peux peut le pas dire. monétiser, tu vois. C'est pourquoi? Parce que j'ai dit merde trop de fois. Ouais, si YouTube il le capte, on peut pas. Ok, la déjection. Non mais en vrai, défection. c'est normal en fait qu'on soit pas forcément tous du même avis. Après, je trouve qu'on reste quand même relativement agréable, que ce soit dans nos opinions ou dans nos explications. Donc il faudrait que les gens derrière leur écran le soient aussi. moi, Une adresse, ça se trouve vite. Ça se trouve vite. Moi, je suis les pas gens qui d'accord mettent avec les toi pour poubelles. Ah, mais l'autre, il a mal parlé. Tu sais Oui, que quand mais- t'insultes des gens de ce qu'il a insulté, c'est. ouais, mais moi, Pénalement- je t'avoue, après, je vais avoir le même discours que j'ai eu par rapport à la cérémonie. Je vais pas dire je ne comprends pas pourquoi ça touche, parce que je comprends très bien, parce que Je je te comprends pourquoi connais, ça je connais ton caractère, mais je trouve que c'est dommage que tu perdes l'énergie Je pour perds ça. pas d'énergie. alors. Le mec qui Bon, en se tout cas, reconnaît, qui a ou alors commenté. tu dois aimer la dépenser à cet endroit-là. Sache que je Moi, peux je mets les je contextes. peux t'enculer en fait. Je mets les Voilà. contextes. On a dit Cando Romano, je crois, dans un podcast, et du coup, il a dit que c'était du racisme ordinaire, c'est ça? Ça n'existe pas, putain. Attends, je peux raconter un truc parce que là, pour le coup, j'arrive à la salle où je sais plus dans quel contexte il me dit ouais, t'as vu le commentaire sur YouTube, Marin? Il me dit ça. Il dit non, j'ai pas vu. Puis il me montre.
Et en gros, je lui fais comprendre que bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Il me fait, et puis je lui dis, Non, bon, t'en fous pas, et- tu lui as mal parlé. et puis après, toi, tu l'as mis pour qu'il fasse et des puis après, commentaires. je lui dis, mais ça devrait pas toucher comme ça. Et puis il me fait, non, mais ça me touche pas, c'est bon. Et je te jure que c'est vrai. Je fais un coaching avec la nana, la Valérie. 1 heure de coaching, je fais 1h15, 1h30 à chaque fois. Donc à un moment, je sors pour aller aux toilettes et il était encore en train d'en parler. Donc je me suis dit, putain, ça fait 1 heure qu'il était en boucle Non, là-dessus. c'est juste qu'en fait, Et je pars du principe d'un truc. Les gens, ils peuvent donner leur avis. Tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui joue de la guitare, tu sais, qui fait la manche.